Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et où on aborde le sport différemment. Cette semaine, on rencontre Pierre-Étienne Pilote, membre du club Excellence Yonex de Laval, qui pratique le badminton depuis plus de 10 ans. Il a joué sur différents circuits au niveau provincial, national et même participé à des compétitions internationales. Avec Pierre-Étienne, on aborde les exigences de la haute performance, on regarde le volume et l'intensité des entraînements et on regarde aussi les exigences particulières du badminton. J'ai bien hâte d'entendre les opinions de mes experts, Thierry, Maryse, Anne-Marie, sur ces mêmes sujets. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Alors, on se retrouve avec Pierre-Étienne Pilote, membre du club Excellence Yonex Badminton de Laval. Pierre-Étienne, tu pratiques ton sport depuis combien de temps? Ça fait 13 ans, en fait, que je pratique mon sport. J'ai commencé le volet estival avec le club régional de Laval. Puis par la suite, j'ai passé au club élite de badminton de Laval, qui est le volet pour les juniors. Puis en passant senior, je suis tombé au club Excellence Yonex de Laval, avec lequel je m'entraîne depuis 5-6 ans. Donc 5-6 ans à un haut niveau de performance. Quels sont les circuits ou à quel niveau est-ce que tu as compétitionné à travers cette progression-là? Au début, c'était principalement régional puis provincial. Avec le temps, je suis monté au niveau national. Actuellement, je performe principalement sur la scène nationale. Je touche un peu au niveau international, mais pas beaucoup, juste pour aller chercher un peu plus d'expérience qui va servir dans les compétitions de moins grosse envergure. Donc, et qu'est-ce que tu dirais justement que peut-être tu as peut-être appris ou compris en gravissant ces différents échelons-là? En fait, plus ça va, plus le détail devient important. Comme à un niveau, quand on est très jeune, les stratégies de base, c'est vise le revers. En montant, le monde n'a plus les mêmes lacunes. Donc là, il faut s'adapter tout le temps par rapport au nouvel adversaire, comment jouer. Donc peut-être au niveau stratégique, technique. Est-ce que dans cette difficulté-là ou cette progression-là, cette complexité-là face à l'adversaire, il y a un stress qui augmente? Pas tant que ça, vu que, mais en même temps, nous aussi, on progresse. Comme tous les joueurs qui évoluent dans le club Excellence, je vous dirais qu'on progresse tous ensemble. Donc, tu es habitué d'affronter des joueurs de ce calibre-là. C'est sûr qu'en allant chercher le niveau au-dessus, là, il y a plus de compétition, mais c'est principalement pour apprendre. Donc, le stress, c'est pas nécessairement là non plus, je vous dirais. Donc, dans ta performance ou dans la progression que tu as fait, quel est peut-être l'élément qui t'a le plus marqué? Je vous dirais que c'est le championnat du monde universitaire que j'ai fait en Corée en 2012. Pour moi, ça a été une expérience vraiment incroyable, étant donné que là-bas, le badminton est vraiment plus fort qu'ici. Donc, juste là-bas, il y avait des foules de 10 000 personnes pour aller voir le tournoi, comparativement ici, où les foules sont vraiment plus faibles. Donc encore là, on voit la différence entre un sport qui est peut-être un peu moins connu, mais j'imagine que justement le bastion fort, c'est l'Asie au niveau du badminton. Oui, en fait, le gros bastion, c'est l'Asie. L'Europe est quand même présent. En fait, le badminton est le deuxième sport le plus pratiqué sur la planète, même si certains pourraient en douter en arrière du soccer, mais ça reste que c'est principalement grâce à l'Asie, la Chine, la Corée, la Malaisie. Donc, pour performer à un certain niveau, il faut s'expatrier en quelque sorte. C'est possible de le faire ici. La meilleure joueuse de simple féminin au niveau canadien, Michelle Lee, est quand même classée 12 ou 14e mondial, ce qui est très, très, très bon. En fait, mais c'est la seule. Les autres, on tourne plus dans le coin du 20-30. Mais même là, il faut faire le circuit international en année et c'est maximum une paire par épreuve qui peut performer à ce niveau-là. Alors Thierry, Pierre-Étienne nous mentionne que justement, rendu à un haut niveau de performance, c'est les petits détails qui font la différence. J'imagine que justement au niveau aussi de la préparation physique ou de la réhabilitation, traitement des blessures, ça peut jouer
dans ces petits détails-là, on peut retrouver, avoir un grand impact par un manque de mobilité ou une blessure qui dure, j'imagine. C'est sûr que rendu à ce niveau-là, surtout des sports comme ça, où c'est vraiment la faute qui va faire gagner le point ou perdre le point, ça a un impact assez important pour le joueur, pour l'athlète, si on veut. Ça va se répercuter aussi en clinique, parce que l'athlète va toujours jouer sur les petits détails, va toujours vouloir que ce soit plus que ce que c'est, plus parfait encore pour vraiment aller chercher plus loin, si on veut. Il faut réussir à contrôler un peu, changer un peu notre approche par rapport à l'athlète pour un peu satisfaire ses besoins aussi, mais satisfaire aussi ses exigences pour arriver encore plus performant. Parce que c'est ça, les exigences qu'ils ont ou les habitudes qu'ils vont développer dans leurs entraînements, dans leurs performances, vont aussi se transposer dans leur réhabilitation, puis ils devaient arriver, j'imagine, à être en un retour au jeu le plus près possible de la forme optimale qu'ils avaient avant la blessure. Effectivement, parce qu'une réhabilitation, retourner au jeu, c'est comme un entraînement. Si on veut, on réapprend à fonctionner à un certain point. Fait que oui, si on veut être performant, il faut pratiquer du mieux qu'on peut parce qu'on joue un peu comme on pratique, un peu le même principe en réadaptation. Tu vas jouer comme tu t'es réhabilité, si on veut. Fait que ça devient important de jouer sur les petits détails. Il y a vraiment cette perspective-là ou cette préoccupation-là de voir justement à rétablir de façon de peaufiner les petits détails, même dans notre réhabilitation. Maryse, Pierre-Étienne nous mentionne justement, au début, c'est plus simple, on vise le revers, on joue sur des éléments où certaines lacunes peuvent être plus présentes chez nos adversaires, mais rendu en progressant, en suivant aussi nos adversaires, tout le monde devient plus performant. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique, c'est un élément qu'on va voir dans la progression d'un athlète aussi, cette préoccupation à se faire, à penser aux petits détails dans leur préparation physique. C'est sûr que tous les détails vont faire la différence. Il faut essayer d'éliminer le plus possible les points faibles de l'athlète, donc faire en sorte que vraiment on ne laisse jamais paraître les lacunes. Si un athlète en a, de travailler sur faire valoriser beaucoup les points forts puis essayer de faire vraiment disparaître les points un petit peu plus faibles, c'est sûr. Puis les détails vont être aussi importants en préparation physique qu'en entraînement technique. On va exiger beaucoup de concentration de la part de l'athlète, donc ça devient des séances qui ont une grande charge de travail, autant psychologiquement que physiquement. Donc ça devient, encore là, les exigences de la haute performance, ça devient très demandant, tant physiquement que psychologiquement, parce que ça demande d'être concentré, ça demande d'être focus, ça demande de justement porter attention à ces éléments-là. Tout à fait, puis être le plus aussi spécifique dans notre approche en préparation physique. Donc, d'être le plus proche possible du geste sportif, ça demeure un enjeu important. Puis on vise aussi la perfection dans l'exécution des exercices de préparation physique. Donc, à ce moment-là, l'athlète est en entraînement technique, vise la perfection, aucune erreur, aucune place à l'erreur. On ne veut surtout pas entraîner des erreurs. Puis on a la même chose qu'on reproduit en préparation physique avec des petites surcharges parfois physiques comme un poids supplémentaire, par exemple, ou des choses comme ça. Bien, ça, j'imagine, au niveau de la progression d'une carrière, ça peut jouer aussi sur les résultats, ça peut jouer sur la progression passer d'un niveau provincial à national, à l'international. C'est sûr qu'on ne va pas travailler de la même façon avec un athlète qui va compétitionner au niveau provincial qu'un athlète qui va compétitionner au niveau international. Il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de place à l'erreur. La marge à l'erreur, ça me nuise avec Totalement. Puis ça veut dire aussi manquer un entraînement. Attention, ça vient de défaire toute la planification qui est faite sur vraiment avec beaucoup de rigueur, là. Exactement. Dans cette perspective-là, Anne-Marie, on pense aux petits détails. On revient toujours avec le fait que la nutrition, c'est justement un élément, c'est un carburant pour la performance. Donc, j'imagine que ça peut prendre aussi une importance plus importante, à devenir plus importante dans la progression dans une carrière où on devient à jouer à l'international. Oui, à l'international, souvent, c'est quoi qui va être différent qu'au provincial? C'est qu'on va utiliser beaucoup les suppléments alimentaires. C'est quoi qui est moins utilisé chez les jeunes? Donc, ça peut être des protocoles de betterave, ça peut être la caféine, ça peut être les suppléments comme les gels énergétiques, ces choses-là qu'on va utiliser et qu'on va travailler en entraînement aussi. Donc, souvent, sur les équipes nationales, il y a plein de protocoles comme ça pour être sûr d'avoir le meilleur qu'on peut pour pouvoir battre l'autre équipe ou pouvoir être capable de compétitionner au même niveau. À ce niveau élevé-là. Oui, à ce niveau élevé.
Donc, vraiment important d'intégrer tous ces éléments-là. Donc, oui, de porter une attention particulière aux petits détails pour justement favoriser une haute performance à ce niveau-là. Pierre-Étienne, tu me mentionnais justement la réalité à devoir peut-être la difficulté à performer. Quels sont les principaux enjeux que tu as à rencontrer, toi, dans ta progression, dans ta carrière? En fait, le premier point qui vient, c'est les études. Étant donné que le badminton, c'est pas un sport avec lequel on peut faire sa vie en Amérique du Nord, sauf pour 2-3 particuliers qui deviennent entraîneurs. Mais donc, actuellement, je poursuis mes études à l'université en parallèle de l'entraînement. Donc, j'imagine que c'est une gestion, un horaire, une gestion de priorité assez exigeante. Quand même. Au baccalauréat, c'était moins pire. Maintenant que je suis passé à la maîtrise, la charge de travail a augmenté. Donc, je vous dirais qu'il faut vraiment que je sois plus concentré dans ce que je fais, plus à mon affaire. Mais j'arrive encore à pouvoir m'entraîner ainsi qu'à bien réaliser à l'école. Est-ce que c'est une réalité qui t'est individuelle à toi ou c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent dans ton sport? En fait, c'est une réalité commune pour la majorité des athlètes, je vous dirais. Mais je dois mentionner que notre entraîneur est vraiment très compréhensif à ce niveau-là ici. De plus, j'ai l'appui de la direction de... Moi, je suis à l'ESG, donc en fait, j'ai l'appui de la direction du centre sportif de l'UQAM. Dans toutes ces procédures-là, je suis vraiment bien accommodé en tant qu'étudiant athlète, je vous dirais. Donc, ça te permet en quelque sorte de gérer cette dualité-là de sport-études qui, à ton niveau, peut être quand même assez importante. Oui, ça fait une différence quand, là, il faut que je manque un examen, mais l'université m'appuie, mon entraîneur comprend que la pratique en venant du tournoi, je peux pas la faire étant donné que j'ai un examen. Donc, à ce niveau-là, je suis vraiment choyé. Parfait. Donc, un environnement qui est propice à ta performance, ça te permet quand même avec ces exigences-là, de pouvoir bien performer? Je vous dirais que oui. En fait, pour moi, je suis rentré à la maîtrise cette année, mon année la plus difficile au niveau scolaire, je vous dirais, mais c'est pourtant l'année que j'ai les meilleurs résultats sur le terrain également. Donc, moi, pour l'instant, tout va bien. Donc, tu dirais que même avec une baisse de régime au niveau de l'entraînement, les résultats se maintiennent? Oui, en fait, je vous dirais la baisse de régime n'est pas très marquée. On parle de peut-être un entraînement ou 2 par semaine vu que je suis à la maîtrise, mais dans l'ensemble, tout va bien. Alors, Maryse, on voit justement Pierre-Étienne qui discute du volume et d'intensité des entraînements. On parle un peu comment ça peut avoir un impact sur les résultats. Pierre-Étienne mentionne qu'il y a peut-être une diminution dans ses entraînements de peut-être 1 ou 2 entraînements de moins au niveau où il en est rendu, puis dans sa carrière et dans ses exigences à gérer les études, puis sa maîtrise. Est-ce que ça peut justement avoir un impact des fois, on peut parler du surentraînement ou de la fatigue, tant physique que mentale, justement, tu mentionnais un peu plus tôt, de respecter le calendrier. Il y a une grande insécurité. Moi, je le vois aussi des fois en préparation mentale avec les athlètes qui, justement, vont manquer un entraînement puis ça va être la catastrophe. Mais il y a quand même aussi un lien qui peut être fait avec peut-être la diminution de l'intensité ou de volume d'entraînement puis d'avoir un maintien ou peut-être même des meilleurs résultats. C'est parce qu'en fait, on sous-estime souvent l'aspect de récupération, puis l'aspect, justement, on parlait de détails, de qualité des entraînements. À ce niveau-là, on est habitué de s'entraîner, on se connaît très bien, on est capable de savoir où on est dans une haute intensité d'entraînement. Alors, on va viser des entraînements à plus haute intensité en réduisant le volume. Donc, au final, notre charge de travail va rester sensiblement la même, ce qui va laisser plus de place aux études, au travail s'il y a lieu, et à la récupération, parce qu'évidemment, plus on avance en niveau, habituellement, on avance aussi en âge, donc la récupération se fait souvent moins facilement. Donc, on va miser sur ces éléments-là, oui, vraiment. Donc, c'est peut-être pas nécessairement de regarder comme un entraînement manqué, mais une récupération plus allongée ou de meilleure qualité. Ouais, c'est Tout à fait. Il faut aussi s'écouter un petit peu là-dedans. Ça peut arriver, là, on parle d'études. Il y a des fois, l'étude, les examens, ça se passe pas comme prévu. Ça prend un petit peu plus de temps. Donc, il faut être capable de dire, bien là, de toute façon, si je vais m'entraîner, je n'aurai pas un entraînement de qualité. Pour moi, c'est la clé, c'est important. Donc, bien, je vais me coucher plus tôt à ce moment-là, être prêt pour mon entraînement demain ou je donnerai vraiment... Je vais faire un X sur ce que j'avais prévu puis simplement me reposer. C'est pas grave. Je vais me donner à fond le lendemain. Puis justement, dans cette perspective-là, j'imagine aussi au niveau on parle de récupération, de qualité de récupération, ça doit avoir un impact important sur la réhabilitation. C'est un impact assez important. Le défi avec ces athlètes-là, souvent, c'est de leur faire comprendre que tu as une blessure, que tu ne peux pas garder le même niveau d'entraînement parce que tu as besoin de récupérer, justement.
On ne peut pas tout le temps leur dire, écoute, prends 2-3 jours de congé, ça se fait pas tout le temps, c'est assez difficile de les convaincre. Des fois, il faut juste réduire un petit peu le niveau d'entraînement. Ce qu'il faut comprendre aussi au niveau du sport ou d'un peu tout en général, le corps a besoin d'intégrer les acquis. Tu auras beau pratiquer un exercice 300 fois dans la même journée, rendu à 300 fois, tu ne seras pas plus capable de le faire, tu vas être fatigué, tu vas même avoir plus de difficultés à essayer d'atteindre tes objectifs. Puis le lendemain matin, du premier coup, tu vas le réussir. C'est juste que le corps a besoin d'intégrer, de se reposer. Puis une fois que tu as compris un peu le principe de comment faire l'exercice, le lendemain, tu vas l'avoir intégré, tu vas être plus apte à le faire, tu vas être plus reposé si on veut. Puis c'est là que tu vas le réussir beaucoup plus facilement. Le corps a besoin de récupérer, de se reposer, mais aussi d'intégrer ce qu'il a appris durant les entraînements. Exactement. Puis au niveau de la récupération, j'imagine un lien important à faire avec la nutrition aussi, Anne-Marie? Oui, si je viens avec c'est quoi que Thierry a mentionné, la récupération se fait toujours dans le sommeil. Donc, quand on est en repos, on va récupérer maximalement. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux athlètes d'avoir au moins une journée de repos pour récupérer. Et avec l'alimentation, donc comme on sait que durant les entraînements, on se fait des micro-déchirures. Pour aller réparer ces micro-déchirures-là, on a besoin des protéines et des glucides. Donc, c'est là qu'on va vraiment optimiser l'alimentation. Donc, il y a vraiment un jumelage à faire avec la récupération et l'alimentation pour aller chercher encore là une récupération optimale. C'est ça. Moi, c'est surtout cet aspect-là au niveau de l'intensité, puis je parlais de l'inquiétude que les athlètes vont avoir. Ça, souvent, au niveau de la préparation mentale, c'est l'élément qu'on va rencontrer. Soit je suis pas à 100%, j'ai une blessure, ou là, je suis fatigué, j'ai trop d'exigences externes à mon sport, que ce soit au niveau des examens, au niveau du travail, Puis il peut y avoir une grande insécurité, mais justement, je pense que si on est capable d'intégrer ces éléments-là, puis tu parles du fonctionnement ou de l'intégration des mouvements, de la progression, ça peut aussi amener une certaine stabilité, un certain calme chez l'athlète pour justement se propulser à avoir une meilleure énergie, un meilleur niveau d'énergie, une meilleure maîtrise de ses mouvements, puis nécessairement au moins maintenir, sinon performer à un meilleur niveau. Donc, c'est pas nécessairement faut voir comment gérer toute cette intensité, ce volume-là d'entraînement pour pouvoir le mieux performer à ce moment-là. Pierre-Étienne, le badminton, on le voit jeune ou on le voit à un niveau scolaire comme étant un sport beaucoup de plaisir, mais est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être méconnus? Tu parles d'un sport mondial en deuxième position après le soccer, donc j'imagine qu'ici, quand on regarde la religion qu'on a envers le hockey, on a certainement des aspects qu'on ne connaît pas très bien de ton sport. En fait, le badminton est aussi populaire en Asie que le hockey peut l'être ici. Les meilleurs joueurs, c'est des superstars là-bas aussi. Je vous dirais que le badminton, c'est un des sports les plus exigeants à pratiquer, étant donné l'aspect physique qui vient avec. Il y a également l'aspect tactique et l'aspect technique. Il y a tout ça combiné pour pouvoir offrir une bonne performance. C'est un sport qui est vraiment exigeant au niveau physique, ce qui amène énormément de blessures. Il y a beaucoup d'athlètes au sein du club qui ont été blessés. J'ai été blessé notamment bursite à l'épaule, tendinite, mais j'ai eu l'appui de mon physio, Hugo Lett, et d'Évolution Physio qui m'ont permis de progresser à travers tout ça, puis de me ramener au jeu le plus rapidement possible pour pouvoir continuer à m'entraîner. Donc, c'est des réalités est-ce qu'ils sont présentes même dans un plus bas niveau de performance? À quel moment est-ce qu'on voit la charge augmenter au niveau du développement? En fait, moi, je vous dirais que ça vient avec le volume. Un athlète qui a une moins bonne technique, qui n'a pas été formé pour pouvoir frapper correctement sur un volant, va voir son niveau de blessure augmenter plus rapidement dès que sa charge d'entraînement va augmenter. Nous, à notre niveau, c'est principalement à cause du volume, mais une technique déficiente peut amener également des blessures au badminton. Puis par rapport justement à ces exigences-là, qu'on parle de technique, tactique, physique, parce que c'est un sport, si tu me parlais un peu peut-être le tournoi type, on joue combien de matchs, la durée d'un match moyen, y a-tu, pour avoir un peu une meilleure connaissance de cette dualité-là, cette réalité-là? Je vous avoue que ça dépend énormément des niveaux. Sur la scène provinciale, admettons qu'on fait un tournoi provincial, ça peut aller jusqu'à 5 parties dans la même journée, ce qui est énormément. Au niveau international, on parle d'une partie par jour maximum, 2 dans certains cas, mais c'est très rare. Pour ça, il faut jouer dans plusieurs épreuves. Mais une partie par jour, c'est ce que l'élite fait. Nous, à plus bas niveau, au niveau national ou provincial, on va toucher à entre
3 et 5 parties par jour, mais ça reste qu'une partie très exigeante. J'imagine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta prochaine saison, là? Est-ce qu'au niveau de la saison, on est en période morte, on commence à préparer les prochains tournois importants? En fait, on est en plein cœur de la saison. Le championnat canadien arrive dans 2 semaines environ. Je pars début février. Le championnat canadien est à Winnipeg. Je joue avec un partenaire de double qui vient d'ici. L'entraîneur, M. Jean-Paul Girard, vient également avec nous. On part pour Winnipeg. Puis après ça, la saison se poursuit. Il va y avoir le championnat canadien universitaire au niveau du mois de mars. Puis on finit avec le championnat provincial à la fin avril. Puis après ça, on tombe en hors-saison. Ton objectif pour à travers ta saison qui approche, là, qui est près de se terminer? J'aimerais ça avoir une bonne performance au championnat canadien senior, puis probablement une meilleure encore au canadien universitaire qui va être un peu moins fort étant donné qu'il y a juste les joueurs universitaires qui peuvent le faire. Donc, ça serait probablement mon objectif. Bien, je te souhaite, puis je te remercie de nous avoir pris de ton temps pour ton entraînement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Donc, Anne-Marie, Pierre-Étienne nous mentionne comment le badminton est un sport exigeant, très technique, très physique, beaucoup de cardio, avec des matchs qui peuvent durer très longtemps. Présente la différence entre le niveau national où on peut jouer 3-5 matchs dans une journée versus l'international où on peut jouer un match. J'imagine que justement, dans la progression chez un athlète, de gérer ces exigences-là au niveau énergétique, au niveau nutritionnel, ça devient important. Oui, on va beaucoup viser sur la planification alimentaire, donc durant les matchs, durant la journée, parce qu'il faut manger la bonne chose au bon moment. La digestion va avoir un gros impact, puis surtout avec la nervosité, comme j'avais déjà expliqué avant, mais ça aussi, ça va avoir un effet sur l'énergie qui va être apportée aux muscles. Donc, on va apprendre à l'athlète quand est-ce manger les choses. Est-ce que je dois manger des lipides, des glucides, des protéines avant et après? Donc, l'athlète doit apprendre au fur et à mesure. Puis comme on a dit, au niveau national et au niveau international, donc au niveau international, oui, peut-être on a 2 matchs, mais on a 2 matchs qui vont être faits avec beaucoup de puissance, beaucoup d'endurance. Donc, peut-être que là, à ce moment-là, OK, qu'est-ce que je dois manger 15 minutes avant, entre les pauses? Qu'est-ce que je dois prendre pour avoir toujours l'énergie au maximum? Parce que c'est ça le challenge, c'est d'avoir, à la fin de son match, d'être aussi fort qu'au début de son match. Donc, c'est ça qu'on va apprendre. De ne pas avoir de carence, de ne pas avoir de baisse d'énergie dans le match. Puis j'imagine, quand on regarde un menu comme où on joue 3 ou 5 matchs dans une journée, il faut aussi essayer de conserver entre le premier match puis le dernier match. Avoir au moins réduire l'écart au minimum. Là. Au minimum, puis avoir de l'énergie à long terme. Donc, comme par exemple, pour 5 matchs, il faut que je pense que mon dîner va me donner assez d'énergie jusqu'à mon souper, par exemple. Donc, je vais utiliser des glucides plus lents que des glucides rapides. Mais au moment du match, là, je vais y aller avec des glucides rapides et c'est pour ça qu'on utilise, par exemple, des gels énergétiques, des compotes de pommes, donc pour aider l'athlète à avoir son niveau d'énergie. Vraiment une perspective à développer une recette ou sa propre recette. Oui, c'est ça. Recette gagnante que j'appelle. Au niveau, justement, de la préparation physique, ça doit être aussi une considération qui est importante, Maryse, d'avoir ces charges-là ou d'avoir ce volume-là d'intensité dans une journée, dans un processus où peut-être un tournoi peut durer 2-3 jours. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que si on parle au niveau provincial où il y a plus de matchs par jour, on va travailler un petit peu plus l'endurance cardiovasculaire, l'endurance plus musculaire. Mais quand l'intensité augmente, plus on augmente le niveau, on va aller travailler plus l'endurance de puissance à ce moment-là. On va vouloir que l'athlète maintienne un plus grand niveau de puissance. Quand les enfants sont plus jeunes à ce moment-là, au niveau provincial, souvent, on va travailler plus l'endurance générale de base. Oui, exactement. Okay. Puis par rapport à l'aspect blessure, réhabilitation, cette charge-là, ces intensités-là, de voir un 3 matchs, un 5 matchs dans une journée versus un nombre plus restreint, mais plus intense à l'international, ça peut jouer, j'imagine, aussi. C'est certain que ça vient jouer. Juste par exemple, l'athlète qui est blessé peut faire un match, est-ce qu'il va être capable de faire un deuxième match? À ce moment-là, est-ce qu'on peut le taper? Est-ce qu'on peut lui donner des exercices? Qu'est-ce qu'il doit faire entre les parties ou entre les points? Si on comment maximiser la récupération aussi? Exactement. Ou comment juste maintenir ce qu'on a là. Parce que des fois, oui, tu es blessé, mais dû au fait que tu es en pleine compétition, tu ne peux pas t'attendre à être guéri d'ici la fin de la compétition non plus. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour éviter d'aggraver ta blessure, mais aussi pour garder un certain niveau de performance?
Parce qu'on est là pour faire performer aussi dans les compétitions, surtout à ce niveau-là. C'est d'enseigner un peu à l'athlète qu'est-ce qu'il peut faire ou lui montrer taping, choses qu'on peut... Trouver des techniques pour, justement, on parle d'énergie, conserver le niveau de performance dans ces éléments-là, qu'on soit fatigué ou blessé. Je pense aussi que c'est une charge psychologique de jouer ce nombre de matchs-là à ces intensités-là aussi. Ça représente un défi psychologique en préparation mentale de dire, bon, mais au fur et à mesure que mon nombre de matchs va augmenter, j'ai aussi souvent une compétitivité qui est plus importante, j'ai un enjeu qui est plus important. Donc, la fatigue vient en ligne de compte. Les réserves énergétiques viennent en ligne de compte. Donc, comment est-ce que je peux me trouver des outils ou des façons de me préparer d'un match à l'autre pour justement prendre les pauses que j'ai pour recharger et mes batteries physiques et mes batteries mentales pour être prêt à vraiment performer à mon plein potentiel à cette journée-là, dans ce moment-là, peu importe les circonstances. Donc, ça va être aussi de retrouver une recette ou une façon de se préparer avec des techniques soit de respiration, de visualisation, simplement pour encore là être à mon plein potentiel, tant physiquement que psychologiquement. Je tiens à remercier notre invité, Pierre-Étienne, pour sa participation et sa présence à notre émission cette semaine, de même que mes collaborateurs Thierry, Narise, Anne-Marie. Toujours intéressant de voir vos perspectives, d'entendre vos opinions sur les différents sujets que nos athlètes ont rencontrés. Vous désirez revoir l'entrevue ou simplement réécouter une partie de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en visitant le tvrl.com. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives et pourrez écouter les émissions que vous désirez. Ou encore mieux, vous voulez interagir avec nos invités, suivez notre fil Twitter avec le @sport9laval, sport avec un S, et posez directement votre question à un de nos invités ou à un de nos experts plutôt, en utilisant le mot-clé « Question pour un expert ». Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit à un autre rendez-vous sportif à la semaine prochaine.